Congolais, le courage de nos jeunes médecins aujourd'hui peut permettre à ce que ce pays sorte de son isolement scientifique et que ce pays puisse proposer des solutions purement congolaises. Un de nos compatriotes qui avait déjà réfléchi à une solution congolaise n'a pas été suivi. Il s'est échappé de la RDC, il est parti étudier ailleurs. Et ailleurs, on l'a identifié, il a trouvé une solution. C'est à Madagascar plus précisément. Et ça coïncide justement avec cette pandémie qui terrorise le monde. Le président malgache l'a adopté et vous avez vu ce que ça a donné Artemisia à Madagascar. Le nôtre, Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas resté indifférent par rapport à ce patrimoine national. Ce jeune médecin a été repêché ici, chez nous. Il est mis dans des conditions plus que normales. Il est notre invité aujourd'hui, Dr Jérôme Mouniangui. Bienvenue. Merci, Moukouboua Jean-Marie. Merci et bienvenue sur Télé 50. Nous sommes en direct. Je vais vous montrer un élément réalisé par nos confrères de TV5 pour montrer qu'effectivement, au-delà des frontières, ces jeunes médecins commencent à faire des émules et il est très courageux pour venir prêter main forte à cette lutte contre la pandémie, aussi bien contre le paludisme que les Covid. Voilà, l'élément juste après, et on est avec le docteur qui est avec nous, ici en direct. JMK Today. Partir pour mieux revenir. Visiblement, l'expression lui convient. Ici, à Kinshasa, pourtant, Jérôme Mouniangui a craint pour sa sécurité. Selon lui, il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques mécontentes de ses recherches. Il y a près d'un an, il s'exilait dans des conditions rocambolesques. Alors, pour son retour, voulu par le président Tshisekedi, le jeune médecin a imposé ses conditions. Je suis face à un président de la République qui respecte ses engagements et il m'a promis la sécurité. Je suis sécurisé et je suis bien. Je fais mon travail calmement, tranquillement et tout va bien. Jérôme Mouniangui peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie, les traitements à base d'Artemisia, cette plante aux propriétés encore incertaines. Selon ses partisans, elle guérit du paludisme. Jérôme Mouniangui pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19. Mais au sein de la communauté scientifique, l'Artemisia fait toujours débat. L'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves. L'OMS, ce n'est pas un organe qui fait de la recherche. L'OMS est un organe de régulation. L'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS parfois se trompe sur une décision et les revient sur une autre décision sur base de résultats scientifiques. D'où notre combat, nous, c'est de porter de preuves, d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions. Le pouvoir de l'Artemisia. Dans son pays, Jérôme Mouniangui n'est pas le seul à y croire. Son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus. À long terme, c'est une solution qui reste carrément congolaise. Ça reste purement congolaise, que nous pouvons multiplier cela, nous pouvons continuer cela, afin que la RDC, il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science. La RDC doit être active. Le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là. Après la malaria, le Covid-19, il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'Artemisia à d'autres maladies, comme l'hypertension, le diabète ou encore le cancer. JMK Today. Alors, moi je suis très content de faire cette émission avec vous, docteur, parce que lorsqu'on parle de Jérôme Mouniangui, on a l'impression que c'est la trouvaille nationale, ces jeunes médecins qu'on a découverts à Madagascar, avec la panique de la Covid. Et on avait l'impression que vous nous avez déjà échappé, on vous a récupéré là-bas, on n'allait plus vous retrouver. Qui êtes-vous d'abord, Jérôme Mouniangui? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Je suis Jérôme Mouniangui, comme vous l'avez dit, Wankola. Je viens de la province du Maniema, dans le territoire des Pangui. J'ai fait mes études primaires dans mon village, à Lubile, qui est situé à 150 km de Kindu, la capitale de la province.
Et après, je continue mes études secondaires à Bukavu, à l'Institut de Bukavu qui est Athénée de la Gombe. Et après, je suis parti à l'université de Lubumbashi où j'ai fait le cycle de graduats. Et après le cycle de graduats, je suis venu à Kinshasa pour continuer à la faculté de médecine. J'avais voulu continuer à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Malheureusement, l'inscription n'avait pas été retenue et puis je suis parti à l'université technologique Bel Campus. Je me suis bossé ici à Kinshasa, sur la 8e rue. Oui. Et c'est là où je finis en 2012, à l'année académique 2012-2013. Donc vous êtes un produit de formation nationale. Bien sûr. Formé à Bel Campus. Bel Campus, ici à la faculté de médecine. Chez Bossekota. Chez M. Bossekota. Ça démontre à suffisance qu'on peut étudier. Oui. On peut étudier au Congo et on peut aussi réfléchir sur des grandes questions. Je vais finir peut-être par mon parcours. Après Université Bel Campus, j'étais déniché par la fondation Liliane Bettencourt. C'est la fondation Liliane Bettencourt qui m'a donné la bourse pour partir à Paris en 2014. Et j'étais dans un cursus à Paris qui est cohabité par l'université Paris 7 et Paris 5, donc Paris Descartes et Paris Diderot. Et le programme, ça s'appelle le cursus Bettencourt, approche interdisciplinaire du vivant. On avait le bourse, étudié dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, nos stages, nous les passions aux États-Unis, à Boston, au MIT, où Liliane Bettencourt nous donnait tous les moyens possibles pour qu'on fasse nos stages là-bas. Et c'est l'approche interdisciplinaire avec l'avènement, ce qu'on appelle la biologie synthétique. Comment, à partir du vivant, on peut réfléchir soit pour améliorer les conditions de vie, ou soit aussi, parce que manipuler les vivants, soit vous les faites dangereux, vous pouvez les rendre très dangereux, ou soit vous pouvez les rendre moins virulents si nous sommes dans le domaine des microbes. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est vraiment les microbes. Et après ces parcours à Paris, en 2016, j'obtiens mon master. Je pars au Canada, je fais un autre master à l'Université du Canada, et là, je me consacre uniquement sur l'étude de plantes médicinales, l'anthropologie médicale et l'ethnopharmacologie, que je finis en 2017 à la fin. Et 2018, je suis rentré au pays pour continuer mes recherches. Voilà un peu mon parcours scientifique. Alors, d'où ça vous vient cette envie de faire des recherches sur des plantes et vous l'avez commencé où, cette recherche sur les plantes? Je rentre un peu dans la genèse des choses. À l'université de Lubumbashi, je suis en deuxième année de graduat. Je crois que les gens qui connaissent un peu mon parcours, à l'époque, j'étais à l'université de Lubumbashi le seul étudiant qui a conçu un syllabus pour un professeur et qu'un professeur a enseigné mon syllabus dans ma même promotion que moi. Ah bon? Ah oui. Les preuves sont là. Il s'appelle le professeur Kalenga. Kalenga Mweze Wakayamba. Il était à l'époque, quand je commençais l'université de Lubumbashi, c'était le directeur des cliniques universitaires de l'université de Lubumbashi. Et l'année académique, nous sommes à l'année académique 2005-2006. Ouais, 2005-2006 à Lubumbashi. Et quand vous voyez un peu l'intitulé de ce qu'on appelle le syllabus sur les fascicules, oui, les professeurs avec qui, professeur Kalenga, ainsi de suite, et en bas, collaborateur. J'étais en première position de collaborateur, étudiant Jérôme Mouniangui Wankola, et après moi, il y avait les CT, les chefs de travaux, ainsi de suite. Ça veut dire que lorsqu'on regarde la publication scientifique, le travail vient beaucoup plus. C'est le deuxième auteur parfois qui fait beaucoup de travail par rapport. C'est un professeur. Donc c'est là où j'ai commencé. Je n'ai pas commencé la recherche aujourd'hui. Et après, je reviens à Kinshasa. Je suis recruté en 2008 dans une équipe internationale de l'IMT en Anvers, qui faisait des recherches sur l'ulcère de Bourli, Mbassou. Oui. Ouais. Je suis recruté dans une équipe internationale constituée par les chercheurs de l'IMT qui venaient de Belgique et ici à Kinshasa. Beaucoup plus, ils étaient attachés à l'INRB. Et 2008, je passais tout mon temps sur le terrain. Je connais presque tout le Bas-Congo, c'est là où on passait tout le temps. Après, on est parti au Maniema, ainsi de suite.
Et c'est là où je commençais vraiment à m'impliquer dans la recherche scientifique afin qu'on trouve des solutions purement africaines. Alors, à nos docteur, problèmes. on a en direct, beaucoup de gens nous suivent, Ouais. des responsables, des diplomates aussi, parce que cette émission suit jusqu'à l'étranger. Ouais. Nous avons un problème sérieux avec le paludisme, Ouais. qui tue énormément, plus que les sida, plus que la Covid aujourd'hui. J'ai appris que vous avez identifié un traitement contre le paludisme via les plantes. Mais c'est un risque majeur contre cette usine, enfin cette industrie pharmaceutique qui a toujours fait son beurre avec le paludisme. Les vaccins, la quinine, tout ce qu'on nous a toujours incurgité depuis très longtemps. Est-ce que c'est vrai qu'avec votre méthode Artemisia, c'est quoi d'abord cette plante? Ça peut guérir du paludisme? Répondre, ça peut guérir, oui. Non seulement ça peut guérir, ça peut prévenir. Donc, il y a deux choses très importantes dans l'artémisia. Enfin, comme fait le travail du vaccin. Plus quand même. En fait, c'est là où le débat avec les autres institutions, en fait, je suis déjà, je peux dire, fiché à l'OMS, par exemple, avec mes déclarations. Je ne suis pas contre le vaccin. Je suis pas contre, je suis médecin, je ne suis pas contre le vaccin. Mais je suis seulement contre les technologies qui ne peuvent pas être exploitées dans nos pays. Les vaccins, c'est la haute technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Jean-Marie, on peut résoudre le problème au Congo seulement avec la haute technologie qu'il faut importer, qu'il faut de l'expertise extérieure, alors que nous pouvons avoir des solutions locales qui peuvent nous aider aujourd'hui à lutter efficacement contre la maladie. Oui. C'est ça mon combat. Oui. C'est ça mon travail pendant ces temps. Et pendant plusieurs années maintenant. Et lorsque j'arrive à Paris, je fais mon master dans de très bonnes conditions. Et je passe mon stage à l'Institut Jacques Monod à Paris. Et les gens qui connaissent Paris, c'est en face juste de la bibliothèque François Mitterrand. Je connais, dans le 13e. Voilà, dans le 13e, c'est là où je passais 6 mois de stage dans un très bon laboratoire, qui est Jacques Monod. Et pendant mon temps au laboratoire, j'étais en train de réfléchir comment nous pouvons résoudre nos problèmes en Afrique. La malaria, la RDC, je prends juste la RDC. Le deuxième poids africain, le troisième poids mondial, la malaria. Et vous connaissez combien ça coûte sur le plan économique? 1,3 de croissance économique du continent africain. Le continent africain dépense entre 15 ou 20 milliards de dollars chaque année dans la lutte contre la malaria. Nous perdons énormément, la RDC perd énormément d'enfants, de femmes enceintes. C'est la première cause d'absentéisme scolaire et diminution de l'apprentissage, ainsi de suite, chez les enfants. Donc, il y a des implications économiques, sanitaires pour la RDC. Donc, la malaria n'est pas un problème mondial, ça doit être d'abord un problème congolais. Et stratégiquement, national. National d'abord. National d'abord. Avant que vous puissiez demander de l'aide à l'étranger, vous devez d'abord avoir votre politique nationale. C'est quoi, nous, notre politique nationale aujourd'hui dans la lutte contre la malaria? Doit-on toujours continuer à dépendre de l'importation extérieure de médicaments alors que nous avons une biodiversité médicinale qui est convoitée par le film pharmaceutique? Nous avons des plantes médicinales ici en République démocratique du Congo. Allons-nous continuer seulement à dépendre de l'étranger? Non. Allons-nous seulement continuer à être des acteurs passifs? Réception de vaccins, bien sûr. La réception de vaccins, mais le vaccin n'est pas une solution anodine. Les vaccins, c'est une solution qui peut être aussi dangereuse pour la vie des gens. Parce qu'on injecte dans l'organisme du plomb, des métaux, des solutions qui risquent même d'avoir des réactions avec notre corps. Ah, mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est ça le grand problème. Est-ce que, parce que quand on aborde cette question, dans mes déclarations, les gens considèrent que je suis contre le vaccin. Je ne suis pas contre le vaccin. Moi, je trouve que aujourd'hui, pour résoudre le problème des grandes maladies chez nous, en République démocratique du Congo, qui est un scandale infectieux, si je peux le dire, la RDC, vous avez presque toute la gamme de microbes. Toute la gamme? Presque. La RDC, non seulement sur le plan scientifique, peut produire énormément de prix Nobel. Et dont Jérôme Mouniangui. Non, 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 non. Je ne suis pas... En tout cas, où est la caméra? Où est la caméra? J'insiste, j'insiste.
Parce qu'on a beaucoup parlé de Mukwege, parlé de Muyembe. Voilà le jeune médecin qui réfléchit stratégiquement, qui réfléchit par rapport aux solutions. Prix Nobel, ça veut dire quelqu'un qui trouve quelque chose d'exceptionnel, dont l'artémisia. Alors, on a un direct, Jérôme. J'ai posé cette question, pourquoi? Parce que j'ai appris, j'ai lu un peu, que quand vous avez, vous, trouvé la solution contre le paludisme, dans un premier temps, on vous a fait peur. Et vous êtes parti du Congo d'une manière rocambolesque. Raconte. Je vais d'abord revenir à votre précédente question. Comment nous sommes arrivés à ça? Oui. Je reviens à l'ancien régime. En 2012, j'adresse une correspondance au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Oui. Dont la lettre est là avec... je vois la lettre. Vous voyez? Oui. Avec le professeur Gustave Beyassikou comme directeur de cabinet. Je propose des solutions. Depuis que je suis étudiant, je ne fais que proposer des solutions à mon pays. 2012? Ça, c'est 2012, une correspondance officielle. Et là, le directeur de cabinet s'adresse au Premier ministre, au ministre de la Santé publique et de la Recherche scientifique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, parce que moi, mon problème, c'était, j'avais demandé au chef de l'État, Joseph Kabila, qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, c'était à l'époque de la révolution de la modernité, donc vous étiez les chantres. Ah, oui. Communicateur. Communicateur, merci. Oui. Vous étiez communicateur, ainsi de suite. Voilà. La révolution de la modernité ne devait que se baser sur les piédestals. Pour nous, la fondation de votre révolution de la modernité, c'était la recherche scientifique. À l'époque, j'étais encore étudiant ici à Kinshasa. Et je me suis adressé au chef de l'État. Parce qu'en tant que Congolais, je me sentais déjà responsable, impliqué. Je ne pouvais pas attendre que je finisse la médecine pour proposer à mon pays des solutions. Que dit votre... Que dit ma lettre? Oui. Que dit ma lettre? Oui. Dans ma lettre adressée au président de la République, Joseph Kabila, je lui ai proposé comment est-ce qu'on peut encadrer une pépinière. On devait faire une pépinière pour faire de la relève, en fait. On devait faire une pépinière en République démocratique du Congo dans le domaine de la recherche scientifique. Et je voulais à l'époque là participer à une compétition internationale qui est organisée chaque année aux États-Unis, à Boston, MIT, qui aujourd'hui, je peux dire même le Vatican de la technologie aujourd'hui dans le monde. Celui qui entre dans la MIT, celui qui est accepté. Et mon projet était accepté à l'MIT à l'époque, j'étais encore étudiant. Et je me suis adressé, Monsieur le Président, je n'ai pas de moyens. Oui. Je veux faire ce travail-là. Et j'étais en train de travailler sur la probabilité que la RDC puisse réfléchir sur le vaccin de Mbassou, il sert de Buruli. Oui. Avec des motos d'aujourd'hui, c'était facile qu'on le fasse. Est-ce qu'on peut guérir de Mbassou? Mais bien sûr que oui. Bien sûr, on dit que c'est mystique, ça c'est l'aspect... C'est un cancer qui ne peut pas être guéri, c'est automatique. Si vous avez le Mbassou parti, la jambe, on peut la couper. Non, ça c'est l'aspect anthropologique. En fait, on comprend que c'est un microbe, ainsi de suite, qui est de la même famille même qu'avec la tuberculose et la lèpre. Oui. Voilà. Alors, je m'adresse au président de la République. Le président de la République trouve que le projet était très intéressant pour honorer d'ailleurs la RDC, qui est toujours presque absente dans les grandes... les grands rendez-vous scientifiques. Oui. Donc la RDC, même la jeunesse, elle est absente. Alors que les autres jeunes aujourd'hui, ce sont les jeunes qui réfléchissent pour l'avenir, préparer l'avenir, la relève. Et je m'adresse à son Excellence, l'ancien président, Joseph Kabila, et on dit bien, il fait ensuite, je vous transmets un dossier relatif pour prendre des dispositions urgentes. Ça, c'est le directeur du cabinet du président. Ça, c'est le directeur du cabinet du président de la République. Est-ce que le ministre a donné suite à ça? Non, pas du tout. Le Premier ministre répond, c'est Matata Pogno. Ah. Il me répond. Qui est du Maniema comme vous. Qui est du Maniema comme moi. Qu'est-ce qu'il répond le Premier ministre? Le Premier ministre trouve que voilà, ces projets devaient être finalisés. Le Premier ministre s'intitule « Finalisation de l'étude de l'UCR de Buruli et participation à la compétition internationale IGEM 2013 ». Je devais participer à une compétition internationale. Moi, j'adore la compétitivité, M. Jean-Marie. Scientifiquement. J'adore la compétition. On en parlera tout à l'heure parce que vous êtes dans une compétition avec les chercheurs nationaux en ce moment, au comité scientifique. Déjà étudiant, je faisais que ça comme mon travail. Qu'est-ce que Matata dit? Matata trouve que le projet était très intéressant et il les recommande au docteur Félix Kabange Numbi
Ministre de la Santé de l'époque. Ministre de la Santé et au ministre de la Recherche à l'époque de prendre des dispositions urgentes. Et d'ailleurs, dans ses lettres, il dit que il demande à ce que ça sera une visibilité. Okay? D'ailleurs, il dit, par ailleurs, l'étude est acceptée à Boston, à Massachusetts, et les moyens conséquents doivent être mis à la disposition de ces chercheurs pour qu'ils représentent le pays à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu la suite par rapport à ça? Le ministre Félix Kabange-Numbi répond au Premier ministre. Vous savez, le budget, c'était comment le budget le plus modeste? Oui. C'était 46 000 $ qu'on demandait seulement. Ce budget-là. Continuez, docteur. Ah voilà. Kabange-Numbi répond au Premier ministre, ainsi de suite. On fait le budget. Je passe tout mon temps à travailler avec leur directeur de cabinet. Oui. Et le projet est envoyé. Et sans suite. Sans suite. Sans suite. Pour 45 000 $. Juste 46 000 $. C'est le ministre même qui écrit 46 000. Et on ne donne pas suite à ça. On ne donne pas suite à ça. Ça veut dire que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Les gens qui croient que je tombe du ciel, non. Vous êtes bien pour la Covid, opportuniste? Non, non, opportuniste. Je ne suis pas un opportuniste scientifique. J'ai toujours fait mon travail scientifiquement. Et qu'un projet soit accepté au MIT, et d'ailleurs, à London School of Medicine, je reçois le prix de jeunes chercheurs en 2012 et j'étais toujours étudiant à la faculté de médecine. Donc je ne suis pas un opportuniste scientifique. Revenons à l'Artemisia maintenant. On revient maintenant sur l'Artemisia. Contre le paludisme. J'obtiens ma bourse. J'arrive à Paris dans une grande fondation. La fondation Bettencourt, je sais le seul noir parce qu'on était recrutés 16 étudiants partout dans le monde. Mes collègues, c'était les Américains, les Anglais, ainsi de suite, les Chinois, ainsi de suite. Et j'étais le seul noir, parce que la compétition est internationale. On recrute le meilleur et on les envoie à Paris pour une formation précise, pour une mission précise. C'est de haut niveau. C'est vraiment haut niveau le cursus Bettencourt à Paris. Scientifiquement, voilà, exactement. Les gens qui peuvent aller sur Internet, ils regardent le cursus Bettencourt. Donc j'arrive à Paris en 2014. Je viens, étudiant, ainsi de suite. Bon, okay. Je commence à travailler et je fais connaissance avec une dame, Lucille Connet-Vernet. Elle est orthodontiste à Paris. Elle a son cabinet dans le 17e à Paris. Elle m'appelle, on commence à échanger. Elle me dit, on a déjà appris votre parcours, votre cursus, ainsi de suite. Et surtout que j'avais déjà travaillé avec l'OMS. J'avais déjà travaillé avec l'OMS en 2011-2012. L'OMS m'avait confié un très grand projet. Parce que les gens qui croient aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, que voilà, il va... J'étais encore étudiant, M. Jean-Marie. L'OMS m'a confié une somme colossale pour aller travailler au Maniema. Et j'étais le chef de la délégation. Et je conduisais une délégation, il y avait des médecins, des laborantins de l'INRB. Et j'étais leur patron en train de les conduire sur le terrain. En tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant à la faculté de médecine. J'étais leur patron sur le terrain parce que j'étais en train de payer tout le monde. On comprend bien. Donc je ne suis pas quelqu'un qui vient d'un naître. Il y a des choses qu'on va dire tout à l'heure. Merci. Oui. Donc il y a des gens qui disent c'est opportuniste, ainsi de suite, ils trompent le président de la République. Oui. Non, Jérôme n'a pas commencé le travail aujourd'hui. Et pourquoi là en 2011, lorsque l'OMS me confie la mission en tant qu'étudiant, les gens n'ont pas critiqué qu'il était étudiant. Et pourquoi l'OMS leur a confié une grande somme et j'ai publié dans des grandes revues avec l'OMS. Ce qui fait que c'est rare qu'on voit un étudiant en médecine publier dans de grandes revues. Alors revenons à l'aventure. Je reviens sur l'Artemisia. Je vais revenir sur l'Artemisia. Oui. Je voulais quand même insister sur mon parcours. Oui, oui, qu'on comprenne. Merci. Parce que vous n'êtes pas tombé, vous n'êtes pas un cheveu tombé dans la soupe. Merci, M. Jean-Marie. Je ne suis pas un cheveu qui est tombé dans la soupe aujourd'hui. Oui. Alors, j'arrive en 2014 à Paris. Je commence à travailler au laboratoire. Mon travail, qu'est-ce que c'est que les labos? Et le docteur Lucille Connet-Vernet fait connaissance avec moi à travers un ami qui est ici au Congo. Et il me demande, mais docteur, on comprend que vous avez cette tendance à chercher des solutions africaines aux problèmes africains. Est-ce que vous ne pouvez pas vous intéresser à telle plante? Je dis, ah, c'est quoi encore? Je dis l'artémisia. Je dis, ouais, je connais l'artémisia. C'est la matière première, c'est donc l'extraction de l'artémisinine, les prix Nobel en 2015 de Tuyuyu, de la chinoise, et ça vient de là. Mais qu'est-ce que je vais faire de plus grave ou de plus important que ça? Il me dit, mais
est-ce que vous pouvez d'abord avoir le temps de lire? C'est ça le grand problème. La lecture. C'est documenté. C'est documenté. Je passais mon stage parce que notre master à Paris, c'était pragmatique, ce n'était pas des théories. On a 6 mois de cours et 6 mois de pratique dans un laboratoire de haut niveau. Et pendant ce temps-là, moi, je me consacre uniquement à étudier l'artémisia au laboratoire. Nous sommes en 2014. Nous comptons le résultat de fin 2014, début 2015. Je dis à cette dame, je me suis documenté et je vais y aller. Je prends l'artémisia comme le combat de ma vie. Ça a commencé à Paris. Là, je suis à l'université Paris-Orsay, c'est Paris 11 comme on dit. C'est là où je fais mon travail beaucoup plus dans un très bon laboratoire de biologie moléculaire. Orsay, c'est dans les zones à côté de Versailles. Exactement. Oui. C'est là où je passais tout mon temps au laboratoire. Surtout toutes les nuits, moi je ne passais qu'au laboratoire. Convaincu par les résultats, je commence à travailler comment maintenant on peut... parce que l'OMS, avant Jérôme, l'artémisia c'est une plante qui est connue déjà. En Chine, c'est la révolution chinoise qui a donné le poids à l'artémisia. Et celle qui a eu prix Nobel était encore étudiante à l'époque. Elle avait presque le même âge qu'avec moi, à l'époque du président Mao. Et dans la guerre de l'Indochine, le président Mao donnait l'artémisia aux militaires chinois. Oui, c'est ce qui a fait à ce que les militaires chinois n'étaient pas affectés par la malaria. Contrairement aux Américains voilà, ils étaient la malaria. C'était l'artémisia qui les avait protégés. C'était l'artémisia. Ce qui fait à ce que, après la guerre, le président Mao a pris l'artémisia comme une plante qu'on devait étudier. Il finance un projet et il trouve celle qui est devenue prix Nobel. Elle avait une trentaine d'années à l'époque et elle venait à peine de finir et on lui confie le projet. Et c'est elle qui a travaillé sur la plante et elle a extrait une molécule qu'on appelle l'artémisinine qui donne les artémisinates, aujourd'hui tous les traitements, les dérivés. Alors moi je me disais, qu'est-ce que je vais faire encore d'exceptionnel? Mais en lisant, en travaillant au laboratoire, nous avions compris que dans la plante, non seulement qu'il y avait l'artémisinine qui était, je peux dire comme la principale molécule qui est aujourd'hui connue, mais là-dedans, notre équipe est arrivée pas à isoler, mais à analyser, oui. À analyser 17 autres molécules dans l'artémisia qui luttent contre la malaria, qui ont des activités antipallidiques. Voilà, c'est ça notre originalité. Et nous nous sommes dit, ok, l'Afrique pauvre, on va partir d'abord de ce principe-là. L'Afrique est pauvre. L'Afrique, M. Jean-Marie, en entièreté, 98% de médicaments qui viennent sur le continent africain, ce sont les médicaments qui sont importés. Oui. Y compris des génériques, comme on dit, des médicaments copiés. L'Afrique centrale, il y a seulement quelques pays qui sont autonomes en médicaments. Donc vous prenez l'Afrique du Sud. Non, le Nigeria, ils sont beaucoup plus comme presque nous. Oui. Vous prenez seulement l'Afrique du Sud et le Maghreb. Oui. Le Maroc, ouais. Mais nous, les autres là, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Les rapports internationaux disent que nous sommes à 99% de dépendance en médicaments. Alors que nous avons la biodiversité. Nous avons toutes les plantes médicinales. Donc, moi, c'était mon problème, l'accessibilité aux médicaments. Deuxième problème, pour nous, les coûts élevés de médicaments. Calculez, M. Jean-Marie, les coûts que peut prendre quelqu'un pour la prise en charge de la malaria ici à Kinshasa. Très cher. Très cher. Troisième, la qualité de ces médicaments. Beaucoup de faux. La qualité de ces médicaments qui arrivent en RDC, qui arrivent sur le continent africain. Alors, en analysant les trois problèmes, nous avons trouvé, ok, l'artémisia, c'est la solution. L'artémisia, c'est la solution. L'accessibilité, nous pouvons planter aujourd'hui, nous pouvons distribuer les semences et la plante peut être cultivée partout, dans toutes les provinces en RDC. Sans problème. Ça, c'est l'accessibilité. Oui. Le coût, on va réduire le coût parce que la fabrication est locale. La qualité,
vous n'allez C'est pas, naturel. vous n'allez pas faire la contrée. Vous n'allez pas falsifier une plante médicinale. Ça sera difficile. C'est difficile de falsifier une plante médicinale. Alors, nous Voilà. sommes en direct, docteur. Ouais. Éclairer l'opinion, parce que, bon, les qualités par rapport au paludisme, traitement, etc., on comprend. Qu'est-ce qui a fait que le président malgache vous adopte? Bon, oh là, c'est une longue histoire. Non, synthétiser, hein? Je synthétise. Je synthétise, nous sommes en... Je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider. Vous partez du Congo, vous nous avez lu la série des lettres bien écrites d'ailleurs par Ouais. les directeurs des cabinets Matata Pogno, les ministres Kabang, etc. pour 46 000 $. 46 000 $. 46 000 $. Alors que Dieu sait combien on parle des millions, hein, Ouais. qui prennent parfois des directions compliquées. Mais je sais que Matata était de bonne foi, c'est un pragmatique. Il aurait fallu dégraisser ces 46 000 $ sans problème pour notre jeune docteur. Maintenant que vous avez choisi d'aller faire votre master à Paris, vous êtes orienté vers Madagascar, qui aussi avec l'Artemisia a trouvé que la solution pouvait être trouvée par là. Mais comment expliquer qu'un président étranger trouve en ces jeunes Congolais la solution miracle et à la malaria et au Covid? Parce que lui, il s'est fâché avec l'OMS. Hein? Ouais. Il dit, ces gens-là, ils ne nous aiment pas, je dois couper avec eux. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes présidents malgaches vous adoptent, vous, Congolais? Il y a beaucoup de médecins là-bas. Eh oui, il y en a énormément. Oui. Je reviens à la genèse. Ça, c'est l'Union africaine, M. Jean-Marie. Ah, vous avez été à l'Union africaine? Ah ouais, Ça se voit, les camarades. je suis membre... Science standard and... Bon, c'est en anglais. Oui. Non, ouais. Traduction. Eh, Ah non, pour ceux qui nous suivent. En je peux fait, traduire en moi-même. fait, c'est la science, régulation technique, c'est notre groupe et les sciences et régulation technique de tout ce qui est essai à l'Union africaine. Je suis membre de la Task Force continentale. Donc, vous avez été intégré dans ce groupe, hein, c'est ça la traduction, Ouais. des scientifiques africains Africain. qui luttent contre la malaria. Et la Covid. Et la Covid aussi. Oui. Alors, je reviens, je sais quoi je vais faire. Oui. Alors ça, c'est l'Union africaine, ça c'est notre groupe. Vous venez, les experts de ce groupe, et vous allez trouver en bas, Dr Jérôme Mounyangi Wankola, et on écrit quoi, peut-être si vous... voilà. Je vais me rapprocher. Hein, avec Ouais, mes je vous lunettes. rapproche, je vous donne. Oui, merci Ça, c'est le beaucoup. document officiel de l'Union africaine. Ah, Covid Organics. Ah, voilà, c'est ça. Oh. Pourquoi l'Union africaine? Vous reconnaissez comme quelqu'un qui travaille contre la Covid. Exactement. Pourquoi l'Union africaine nous donne C'est label. cette responsabilité aujourd'hui? C'est parce que en février, nous étions parmi les premiers à proposer des solutions africaines dans notre groupe à Paris. Je travaille à Paris, où je travaillais, parce que là, j'ai démissionné carrément Non, mais soyez en chez nous. acceptant de rentrer dans mon pays. Très important. Voilà, nous travaillons dans les solutions purement africaines. Et on se disait, qu'est-ce qui va arriver en Afrique si le coronavirus frappe le continent africain comme on le voit en Europe, Comme on le voit au Brésil en ce moment. comme on le voit en Brésil en ce moment, Oui. comme on voit ça aux États-Unis. Oui. Et à Paris, contrairement à ce que les gens croient, à Paris, moi je suis dans les maladies infectieuses. Parce qu'à la faculté de médecine à Sorbonne, les gens qui connaissent, vous descendez, vous prenez la ligne 4, Odéon, vous arrivez, ainsi de suite. C'est là où se trouve notre faculté de médecine. Clinique La Sorbonne. À la Sorbonne. C'est là, à la Sorbonne. C'est là où se trouve ma faculté de médecine. Je Et connais, j'étais là-bas en première année économique. merci. Et je fais Pas là que l'infectiologie, le maladie infectieuse. C'est ça notre travail. Et maintenant, on a commencé à réfléchir sur les solutions africaines. Et nous avons envoyé les solutions partout. À l'Union africaine, à l'OMS, pour dire que non, intéressez-vous à cette plante. Premièrement, nous nous sommes basés sur les anciennes crises du coronavirus. On appelle ça, c'est une nouvelle crise de 2019. On appelle ça Covid-19. Mais avant 2019, il y avait d'autres années, non? En 2015, on a trouvé dans les STRAS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère, Oui. associé au coronavirus, au laboratoire, je n'étais pas encore, en 2005, je venais à peine, d'ailleurs je commençais les gens à Lubumbashi, et
en 2015, il y a un groupe de scientifiques qui ont travaillé sur les plantes médicinales qui peuvent être de candidates pour de molécules contre le coronavirus. Et vous savez quoi? C'est l'Artemisia qui venait en deuxième position. Déjà, en 2005. Je reviens sur la littérature seulement. En 2005. On entre dans la crise de 2012-2013 du coronavirus associé au MERS et associé au SRAS aussi. L'Artemisia vient en première position parmi les plantes qui ont été utilisées pour atténuer les symptômes. On vient en 2019 avec tous les rapports chinois. Parce que nous, on était vraiment en contact. Nous avons des collègues à Paris. D'abord, dans mon master, j'avais des collègues chinois qui sont rentrés travailler chez eux. Contrairement à nous, quand on va en Europe, c'est pour y rester. Mais les Chinois, quand ils partent pour faire les études en Europe, c'est pour rentrer. Ils rentrent chez eux. Mais vous êtes tenté de rester sur Paris parce que bien avec sûr, Bettencourt, qui n'est pas seulement dans les cosmétiques. Mais si, oui, il a beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de moyens, des outils pour rentrer. Mais chez eux, c'est le gouvernement qui les envoie pour faire les travaux. Et le gouvernement le récupère. Et le gouvernement les récupère. Comme Fachi vous a récupéré aujourd'hui. Bien sûr. Alors, gagnons du temps, docteur, Ouais. parce que dans les journaux, pour les directs, c'est dimanche. Ouais. J'aimerais bien savoir, le président malgache vous reconnaît, vous reçoit, vous publie d'ailleurs la solution Artemisia, beaucoup de publicité à la télévision, on a vu. Pourquoi l'OMS attaque Artemisia? Pourquoi les Blancs, d'ailleurs même dans votre reportage tout à l'heure, j'ai entendu notre confrère TV5 relativiser sur les caractéristiques ou les propriétés d'Artemisia. Est-ce que vous représentez un danger contre le vaccin et les traitements qui viendraient peut-être, je ne sais pas quand, des Occidentaux? Ou bien vous cassez du business des autres? Parce qu'on voit les délégations, l'Union européenne est venue il n'y a pas longtemps, hein, on dit en douce qu'ils sont venus négocier le vaccin, etc. Est-ce que vous ne représentez pas un danger contre les gens qui font du fric avec nos maladies? Soyez direct, hein. Soyez pas diplomate. C'est Jean-Marie, si vous regardez, je ne sais pas aujourd'hui en rentrant au Congo que je vais changer mon discours. Oui. Moi, je reste toujours naturel et je fais mon travail et ainsi de suite. Je sais qu'aujourd'hui, que l'Afrique, c'est le cobaye de firmes pharmaceutiques. Ça, cobaye pour le vaccin, cobaye pour les médicaments. Pour le médicament, mais je vous dis ici que 99 de nos médicaments sont fabriqués à l'étranger. Ils font leurs essais cliniques où? Chez nous. Sur le continent africain. Pourquoi ils font leurs essais cliniques sur le continent africain? La main-d'œuvre est chère. La régulation, elle est faible. Aléatoire. Ouais, voilà, faible même. On ne peut même pas poursuivre une firme Pas du tout. s'il y a des erreurs. Exactement. Vous avez suivi, avant même le confinement, le procès Mediator. Absolument. À Paris. Oui. Où même un seul enfant, moi j'ai déjà suivi à Paris, un seul enfant qui était vacciné et qui a eu des complications graves. Ils ont traduit la firme en justice et les gens étaient obligés d'indemniser les victimes. On n'indemnise pas les victimes africaines. Ça, c'est le grand problème. Grave, pourquoi aujourd'hui ces firmes pharmaceutiques se trouvent comme Eldorado, c'est le continent africain? Avec la complicité de nos dirigeants, M. Jérôme Mounier. Ah oui, la corruption qui existe, qui gangrène sur le continent africain aujourd'hui dans tout ce qui concerne essais cliniques. Alors, les gens maintenant, comme nous, des savants africains. En fait, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, que non, ils travaillent sur une plante médicinale. Oui. On peut minimiser une plante médicinale, mais aujourd'hui... Même en rigoler. Même en rigoler, mais ils connaissent un peu. Si nous n'avions pas travaillé, parce que je n'avais pas assez travaillé seul, j'ai publié dans des grandes revues scientifiques. Et d'ailleurs, en 2019, je finis les meilleures publications de PubMed. Donc, les gens qui peuvent aller sur PubMed, ils tapent Jérôme Mouniang, ils vont voir qu'en 2019, je finis en première position. En termes de PubMed, ce sont les Américains. En publication. En publication. On ne publie pas dans les revues de paroisse des dimanches où c'est les curés avec sa paroisse. Non, nous publions sur la communauté internationale où les gens nous lisent. Et il y a des scientifiques qui lisent. C'est ça, on appelle ça les publications revues par le père. Ce n'est pas mon argument qui intéresse. Ce sont les spécialistes dans d'autres domaines de malaria,
dans d'autres domaines des maladies qui ont analysé. Alors justement, parce que cette maladie nous terrorise, Jérôme Mouniangui, j'ai posé cette question, pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de traitement contre la Covid. Bien sûr. Traitement officiel, on n'a pas trouvé. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est soigner les symptômes, tâtonner, etc. Vous êtes revenu au pays, chapeau, président de la République, qui a pris vraiment vos dossiers au sérieux, avec une bonne sécurité, voilà, vous êtes en bonne santé, c'est que ça veut dire que ça va. Mais, on vous a intégré dans le comité scientifique national. Comment on vous accueille dedans? Comment vous êtes accueilli? Dites-nous la vérité, parce que il faut que les Congolais soient rassurés que vous êtes le bienvenu, que ça se passe bien avec les Mouniembe et tout ça. Non. Ouais, en fait, là, nous sommes souverains, monsieur. D'accord. Là, je profite même de souhaiter joyeux anniversaire au président. C'était hier. C'était hier. Mais il est en deuil. Ah oui, je sais. Il a perdu son père. Donc, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, toutes nos condoléances au président de la République et joyeux anniversaire. Oui. Je suis rentré sur invitation du président de la République avec deux missions qui sont précises. D'abord, est-ce qu'on peut trouver une solution congolaise à cette pandémie? Ça, c'est un. Et continuer mes recherches sur la malaria. Donc, la malaria, là, c'est un problème. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Depuis que je suis arrivé, je ne fais que travailler. Contrairement à ce que les gens disent, que non. Vous êtes à l'hôtel? Que je suis à l'hôtel, non. Je passe tout mon temps à travailler. Je passe mon temps à faire analyser mes échantillons dans des laboratoires ici à Kinshasa. Je passe mon temps devant le scientifique. Parce que le grand problème... Qui vous respecte et qui vous écoute? Non. En fait, moi, d'ailleurs, quand on ne me respecte pas, on me donne encore du zèle, on me donne encore du courage pour vous faire. Demain, vous allez me respecter. On vous taquine? Bien sûr que oui. J'adore la compétition. Surtout si c'est un enfant, ainsi de suite. Il est gentil, mais bon. Moi, j'ai 30 ans de métier en tant que médecin. Exactement. Nous, on a fait des recherches, etc. Bon, Jérôme, c'est gentil, mais il va se calmer bientôt. Non, je ne vais pas me calmer bientôt, M. Jean-Marie. Je vais apporter de preuves bientôt qui vont peut-être révolutionner le monde. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, orgueilleux, gentil. Mozart était pareil, hein? Il n'était pas cru, mais on est. Moi, aujourd'hui, je réponds à l'invitation du président de la République qui veut à ce qu'on trouve des solutions africaines aux problèmes africains. Et il insiste, les solutions congolaises pour le problème congolais. Mais vous ne me répondez pas à la question. Je réponds chez GMK, on répond directement aux questions. Oui. Comment on vous a accueilli par les Mouyembe, les autres? Parce que il semblerait que l'OMS a un œil sur ces scientifiques nationaux. Et Dieu sait combien le lobbying, l'OMS pèse lourd. On a parlé d'ailleurs qu'à un moment donné, on était candidat pour les essais cliniques, enfin pour les vaccins. Nous, on a dit non. On continue à dire non. Et deuxièmement, on a dit que tous ces gens-là nous apportaient beaucoup de moyens et on attend toujours ces moyens. Et puis troisièmement, ce protocole national, on ne l'a pas. C'est ça. Vous êtes, il y a Vangou, il y a les gens de Bumbashi. Pourquoi on ne trouve pas les protocoles nationaux contre la Covid? Je vais aller tout droit. La Covid, aujourd'hui, on n'a pas un traitement standardisé. Pourquoi? On appelle ça les standards of care. Oui, pourquoi? Tous les scientifiques du monde entier, vous êtes incompétents finalement. Non, on n'est pas incompétents. Parce que ça se joue aussi sur un terrain politique. D'intérêts des uns et des autres. Des intérêts des uns et des autres. Et moi, je vais aller beaucoup plus de mon côté. Oui. Je parle à Artemisia. Vous savez qu'on a fait énormément de travail. C'est pour la première fois que l'OMS fait un communiqué. C'était le 7 mai. L'OMS fait un communiqué. Artemisia annua possible efficacité contre le coronavirus, mais il nous reste de preuves. C'est là où... Mais ils ont dit la même chose contre la chloroquine du français. De professeur Raoult. Même Macron a interdit à un moment donné la chloroquine et puis on est revenu dessus. Aux États-Unis, Trump lui-même consomme de la chloroquine. Vous savez, M. Jean-Marie, à Paris, la crise m'a trouvé à Paris et j'étais à côté des grands infectiologues. Oui. Je peux prendre comme le professeur Christian Perron, qui est vraiment, c'est quelqu'un qui a signé beaucoup de pétitions pour soutenir le professeur Raoult. Oui. Et j'ai travaillé à Garches, dans le service d'infection à l'hôpital, pendant la crise du coronavirus. Nous, qu'est-ce qu'on disait? Il y a beaucoup plus. Je crois que même Raoult s'est retiré de l'essai clinique du Discovery. Oui.
avec des intérêts. Tout à fait, d'abord, dans 48 heures à Paris, il y a des décrets qui ont changé. Il y a un décret qui s'est dit aujourd'hui, demain on change les décrets, ainsi de suite. Oui. On comprend, d'abord, dans toute pandémie, qu'on ne trompe pas la population, dans toute pandémie, il y a des questions économiques, et intérêts financiers et stratégiques. Alors, je pose cette question parce que vous venez de bénéficier d'un soutien formidable de VIP, des personnalités. Je peux citer Claude Makelele, je peux citer l'ancien footballeur congolais, enfin, qui est du Guadeloupe. Ouais. Comment s'appelle-t-il, les grands détails Lilian Thuram. Oui, Thuram, ouais. Lilian Thuram et les autres qui vous soutiennent parce que vous avez une solution africaine. Qui contrôle l'OMS pour que l'OMS s'oppose à une solution africaine? Votre solution, solution des Vangou, solution des autres. Qui contrôle l'OMS? En fait, par rapport Parce que les États-Unis ont dit non à l'OMS. Oui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien Qui contrôle l'OMS? Bien sûr. Oui. En fait, je ne veux pas entrer dans trop de polémique avec l'OMS et dans la politique de l'OMS. Mais tout le monde sait... Vous l'avez dit dans le reportage que l'OMS, c'est une structure de régulation. Bien sûr. C'est pas eux qui produisent les médicaments. Non, ce n'est pas eux qui produisent les médicaments. Voilà. Et nous, parce que lorsque il y a une semaine passée, je présentais le protocole. Je suis parti d'ailleurs à Brazzaville. Au comité scientifique. Voilà. Et puis nous avons une grande réunion avec l'OMS Brazzaville pour que le protocole Artemisia soit parmi les protocoles pour les solutions africaines. C'est ce que nous défendons même à l'Union africaine, au CDC de l'Union africaine en Éthiopie. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un secret, les pays qui contribuaient beaucoup, c'était les États-Unis. Après, ça vient la fondation Bill et Melinda Gates. Ah, c'est là où le bas blesse. Je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est stratégique. Je ne vais pas entrer dans ce débat, M. Jean-Marie. Mais aujourd'hui, moi, je suis content. Ça fait que j'accepte de rentrer. Nous sommes face à un président de la République qui est panafricain. Est-ce qu'il n'a pas peur? Non, il n'a pas peur du poids de l'OMS, du poids de cette fondation Bill Gates. Et j'étais venu ici d'ailleurs avec les Américains lui demander qu'on puisse faire des expériences chez nous, etc. Apparemment, ce n'est pas encore accepté. Enfin, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais est-ce que, Jérôme Mouniangui, il ne vous appartient pas à vous, scientifiques congolais, de vous prendre en charge? Ah. Nous prendre en charge, c'est vous. Nous prendre en charge, c'est la population qui nous suit. Oui. Parce que nous avions travaillé sur une plante médicinale, M. Jean-Marie. Vous ne gagnez rien, contrairement à nos confrères, nos gens qui passent tout leur temps à travailler sur des firmes pharmaceutiques. Je pouvais bien travailler dans une firme pharmaceutique, je pouvais être très bien payé. Oui. Et maintenant, nous acceptons, nous disons non, on travaille pour la population. L'expression du président de la République ou de son parti politique. Le peuple d'abord. Oui. Le peuple africain d'abord, pour les solutions africaines. Oui, mais si ça, c'est les vaccins peuvent venir après. Oui. Si nous sommes fatigués dans nos réflexions, si nous ne pouvons pas toujours, M. Jean-Marie, prendre le vaccin comme étant la solution ultime. Où est-ce qu'on en est avec Artemisia aujourd'hui? L'Artemisia est là. Nous sommes en train de travailler au laboratoire. C'est prêt ou pas prêt? C'est prêt déjà. C'est prêt. Il est fini le travail. Mais nous sommes en train d'attendre quoi? Parce que non seulement je suis là, je dirige ce qu'on appelle Artemisia for Africa. Vous avez cité ici les Claude Makelele, les Blaise Matuidi, les Mbokani, Lilian Thuram et plusieurs autres stars africaines qui se sont mis derrière Jérôme pour soutenir sa vision africaine. Ce n'est pas seulement une vision congolaise. Ça s'appelle Artemisia for Africa. Je dirige aujourd'hui sur le continent africain. Au Bénin, au Rwanda, en République centrafricaine, au Sénégal, ainsi de suite. Et je suis vraiment la cheville ouvrière de l'Artemisia. Mais vous n'avez pas peur, je prends le peuple à témoin de la menace de ces industries pharmaceutiques qui font leur beurre avec l'Afrique, avec leurs médicaments, qui nous déversent ici les vaccins, etc. On n'a pas peur contre ça. Est-ce que la sécurité des Fati suffit? Est-ce qu'un militaire, lorsqu'il a choisi d'aller au front, il doit avoir peur d'être tué? Et pourquoi vous avez été recruté dans l'armée?
est-ce qu'en acceptant de rentrer en République démocratique du Congo, en sachant que mon pays, c'est l'Eldorado, après le Nigeria, c'est la RDC, M. Jean-Marie, je ne peux pas vous tromper. Après le Nigeria, c'est la RDC où le marché est énorme en RDC.